Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. Nous revoici pour débriefer la 10e semaine de compétition. Alors si vous avez déjà écouté l'épisode spécial Brian Daboll qui est sorti donc dès ce mardi très tôt le matin, vous nous avez déjà entendu aujourd'hui, mais si c'est pas le cas, bonjour à tous. Et puis vous pouvez aller écouter ensuite l'épisode spécial Brian Daboll. On ne vous dit pas ce qui s'est passé avec Brian Daboll, mais il s'est passé quelque chose. Il y a des gens qui sont plus ou moins chafouins ici. Mais enfin bon bref, je vous laisserai découvrir tout ça dans l'épisode spécial avec Yaya et Bertrand. Ici, c'est le débriefing de la 10e semaine, parce qu'il s'est passé plein d'autres choses que des défaites bizarroïdes des Giants. Il s'est passé un beau match en Allemagne, que s'est-il passé d'autre? Une très belle victoire des Patriots, une défaite très surprise des Bills de Buffalo. Il s'est passé une victoire des Saints, ça arrive, une défaite des 49ers, bref, on a eu plein de choses. En parlant de 49ers, mon Seb est avec moi. Salut, comment ça va? Bonsoir Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Eh bien, tu vois, moi je trouve que vraiment cette semaine était bizarre pour les raisons que tu as évoquées. Un bon match international. Alors là, désolé, jamais entendu parler. Une victoire des Saints, c'est n'importe quoi. Une victoire des Jets, c'est n'importe quoi. Une victoire des Dolphins sur Buffalo, eh ben allons-y. Et pensant San Francisco perd, non. Décidément, ce monde n'a plus aucun de repère. Je ne suis pas fait pour cette époque. Quelle était la probabilité de voir cette saison les Jets, les Dolphins et les Saints gagner une même semaine? Autant dire qu'elles étaient quasi impossibles. Et alors, on a failli rajouter les Giants dans l'équation. Alors là, ça, c'était la Twilight Zone, c'était le multiverse. Mon cher Yaya est avec nous. Salut mon Yaya, comment ça va? En pleine déprime. Voilà, il va bien. Yaya va bien. Voilà. Pour le dire. N'hésitez pas à lui envoyer des colis de survie. On vous donnera l'adresse. Des messages de soutien aussi, parce que des ça fait du yaourts bien. peut-être toi aussi? Non, j'ai arrêté de m'alimenter. Voilà. Non, mais, je me nourris que de victoires, Dieu sait si je suis à la diète. J'ai perdu 20 kilos cette saison. J'ai décidé d'aller vers des franchises qui ne gagnent pas encore moins. Donc voilà, j'ai décidé de devenir, je sais pas moi, peut-être fan des Broncos, peut-être fan des Saints. Non, les Niners, j'ai un peu trop de respect, mais bon, ils gagnent pas au 21e siècle, hein, c'est pas grave. Mais bon, voilà. Mais deviens fan des Chiefs, fais comme tout le monde, enfin. Mais oui. Est-ce que c'est, voilà, Prends le bandwagon. Non, mais ah oui, tout ça parce que vous voulez que je leur porte le bousinga et que et la fin de la dynastie. Mais oui, c'est ça en fait. Damnen, mon plan était vanté. Peter Anderson est en train de brûler de la sauge devant sa maison pour éloigner Yaya de son hôtel des Chiefs. Non, tu ne viendras pas parmi nous. Mon Vince est avec nous. Alors lui aussi, il a vécu un match jeudi soir. Vince, c'était pas la déprime, mais c'était pas loin quand même. L'ennui. C'était l'ennui. Bonjour à tous. C'était l'ennui. C'était pas loin de la déprime quand même. Mais bon, on va pas en parler. C'est la bonne nouvelle de ce podcast, c'est qu'on ne va pas en parler. Voilà. Non, on n'en parle pas. J'étais à 2 doigts de t'en vouloir, Vince, parce que moi j'ai commencé mon vendredi matin en regardant ce match. C'est quand même une sale façon de commencer un vendredi. Sache juste que je me suis réveillé à 3h du matin pour voir la fin. Oh là là, ok. C'est beau. C'est beau. Moi, je me suis réveillé à 3h30, j'ai regardé les 2 premiers jeux, puis je crois que je me suis rendormi. Donc, c'est un peu le problème, quoi. On commence par parler du match en Allemagne, parce qu'il y avait ce match entre les Colts et les Falcons. Alors, un match où les Colts s'étaient donné favoris. On n'avait pas eu de très très bons matchs depuis le début de la saison sur les matchs internationaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce match-là a été une très bonne surprise, mon Seb, avec notamment un Jonathan Taylor au four et au moulin. Une très bonne surprise, tout à fait. D'abord parce que, comme tu l'as dit, on a eu un bon match sur le européen, du moins hors terre américaine. Et on n'a quand même pas été gâtés sur ce plan-là cette saison et même la saison dernière. Et là, on a un très beau score final 25-31 en faveur d'Indianapolis. En prolongation en plus, s'il vous plaît. Donc les deux clubs ont été généreux. Je pense qu'ils auraient quand même préféré plier l'affaire au 4e quart-temps. Mais peu importe. Surtout Atlanta, ouais.
Oui, surtout Atlanta. On va y revenir. Donc, victoire d'Indianapolis qui s'installe un peu plus en tête de la NFC Sud. Ils sont maintenant à 8 victoires, 2 défaites et qui se rassurent quand même après leur défaite contre Pittsburgh la semaine dernière. Jonathan Taylor, tu en as parlé, parlons-en. 32 courses, 244 yards au sol, 3 touchdowns. C'est la meilleure performance individuelle au sol de l'histoire du club. Il efface Marshall Faulk des tablettes. Il devient également le 4e joueur de l'histoire avec plusieurs matchs à 200 yards ou plus au sol et 3 TD ou plus au sol en carrière. Il rejoint Derrick Henry, Adrian Peterson et Jim Brown, excusez du peu, comme on dit lors des dîners en ville. J'ai envie de dire, Jonathan Taylor, heureusement qu'il était là, parce que Daniel Jones a connu une nouvelle journée au boulot qui était pas terrible, du moins en dehors des standards auxquels il nous avait habitués cette saison. Et même après sa journée cauchemardesque à Pittsburgh, il finit 19 sur 26, 255 yards, un touchdown, une interception, mais surtout des fumbles. Il n'en perdra qu'un seul, heureusement, et 7 sacs encaissés. La protection devient un problème depuis 2 semaines, avec une poche qui s'effondre et des blitz qui ne sont pas picked up, qui ne sont pas pris par les running backs ou par les tackles. Des pertes de balles. Daniel Jones a beaucoup de problèmes pour sécuriser son ballon et des pénalités. Il faut absolument nettoyer un peu tout ça parce que la semaine prochaine, c'est la bye week, mais la semaine d'après, c'est Kansas City et ça va être une autre limonade qu'Atlanta. Kansas City qui va d'ailleurs avoir aussi un retour après bye week particulièrement, comment dirons-nous, intéressant puisqu'ils vont jouer les Broncos la semaine prochaine et les Colts la semaine d'après. Autant dire qu'il y a quand même de quoi faire sur le programme de Kansas City. Petite question pour toi, mon Vin. C'est même pas une question, c'est une affirmation. Et je te la donne à toi parce que forcément c'est d'un tight end dont je vais parler. C'est Tyler Warren. Tyler Warren qui a fait un très bon début de saison, qui là est encore tout proche des 100 yards, 99 yards exactement, mais surtout qui nous sort 2 réceptions absolument clutchissimes en fin de 4e quart-temps et en prolongation pour quasiment permettre aux Colts de s'imposer parce que sans Tyler Warren, sans doute qu'Atlanta aurait gagné. Sans Tyler Warren, je pense qu'Atlanta aurait gagné parce que oui, il faut bien le rappeler quand même, Atlanta a maîtrisé un peu ce match. En tout cas, la fin de match était maîtrisée jusqu'à ces étincelles de Jonathan Taylor. Alors déjà, avant de parler de quoi que ce soit, je rassure les gens, j'ai bien regardé, il n'y a pas de Tillman dans le roster des Colts. Donc je l'ai cherché. Ah bon Il est chez les Browns. J'ai anticipé un trade qui n'est pas arrivé. Je suis désolé, voilà. Donc, mais avant que ça me tombe dessus, je préfère l'anticiper. Vous voyez, je vous. Oui, j'avais rien dit moi. Oui, non, mais tu as bien employé le passé et tu as eu raison d'employer le passé. Bref, Tyler Warren, oui, fait un très très bon match. Il permet non seulement par ses réceptions clutch de faire progresser cette offense, mais en plus le fait qu'il sorte sur des tracés courts libère aussi et focus Lutzel Ledbecker. Et quand on regarde les tracés de Jonathan Taylor, il a eu beaucoup de tracés internes, mais énormément de tracés où il a rebondi sur l'intérieur pour repartir extérieur. Et ça, c'est souvent soit les tackles, soit les tie-ends qui permettent ce genre de progression pour maintenir la défense au centre. Et il y a eu aussi beaucoup des courses directement dans son dos, en fait, directement. C'est-à-dire que on envoyait des jeux où on envoyait un tracé de course entre le tie-end et le tackle qui permettait d'avancer beaucoup plus vite. Donc moi j'ai trouvé son jeu vraiment impressionnant parce que si je me trompe pas, c'est un rookie, on est bien d'accord ? C'est ça. Il a l'un des candidats au titre de rookie offensif de l'année d'ailleurs avec Emeka Egbuka et Jackson Tart. Il a vraiment fait de très très bons matchs depuis le début de la saison. Celui-là est vraiment particulièrement bon aussi. Alors, il ne marque pas de TD, lui. Je crois qu'il marque une conversion à 2 points, si je ne me trompe pas. C'est possible, oui. Je suis quasiment sûr, qui permet d'égaliser à Atlanta. Mais oui,
le match était très très beau. L'offense des Colts a fait parler la poudre à la fin. Et alors, comme l'a dit Seb, Jonathan Taylor, n'en jetez plus, comme dirait l'autre. C'est vraiment magnifique. Il a vraiment fait un match de feu stratosphérique parce que en plus de 244 yards à la course, il en a quand même 42 au sol, 286 yards pour une seule bonne. 42 en réception, du coup. C'est énorme. Oui, 42 en réception. 42, j'ai dit quoi en course? Au Pardon. sol, au sol. Oui, non, c'est 42 en réception. Ouais. Non, c'est vraiment Par les énorme, airs. c'est Par vraiment les airs. Et d'ailleurs, en réception, il a 3 sur 3. Donc, encore une fois, Oui. une stat, vraiment un match complètement. J'en profite pour saluer Edo, fan des Colts, qui était du côté de Berlin pour voir le match. Donc voilà, et qui nous écoute assidûment toutes les semaines. Donc je salue. Et est-ce qu'il a fait le mur? Je salue Edo. Je ne sais pas si elle fait le mur. Je lui demanderai ou tu lui demanderas comme tu veux. Mon cher Yaya, on a une équipe d'Atlanta qui a fini par plier parce que cette équipe d'Atlanta a quand même été plutôt convaincante, notamment défensivement. Ça a été difficile en début de match, mais ensuite, ils ont réussi à mettre une pression, Seb en a parlé avec les sacs, sur Daniel Jones. Oui. Il y a eu des bonnes phases défensives de la part d'Atlanta. Le problème, c'est qu'ils ont subi 40 minutes de possession contre eux et qu'à la fin, dans les toutes dernières minutes, on sentait qu'il n'y avait plus beaucoup d'essence dans le réservoir. La possession, quand tu as le ballon, à part si tu fais des pick six, tu as plus de chances t'as moins de chances de prendre des points parce que tu as la balle. Hein, c'est toujours mieux d'avoir la balle. Et du coup, quand tu as un running back comme Jonathan Taylor, du coup, tu peux pilonner. Et effectivement, ça fatigue la défense. Et à la fin du ça crée des brèches. Donc oui, faut pas s'étonner. Après, du côté d'Atlanta, moi, je voulais juste mettre en avant notre ami Drake London qui enfin prend son envol. Et après... Il s'est trompé de match international, lui. Oui, tout à fait, oui. Mais c'était il y a 2 ans qu'il était à Londres. Ouais. Et bon, voilà, ça n'avait pas marché non plus. Mais là, 104 yards, 6 réceptions sur 8 targets et un touchdown. La semaine dernière, c'était 3 touchdowns. La connexion Il est dans ma avec... fantasy. Oui, je me souviens bien. Oui, je me souviens bien. Voilà. Mais oui, enfin bon, on va pas revenir sur la fantaisie. Je prends des bonbons sur tous les week-ends. Non, et après, c'est toujours la même chose avec Atlanta. C'est si près, si loin, j'ai envie de dire. Et au bout du compte, il y a des matchs sans. Ils ont fait un 0. Là, ils marquent 25 points, mais ils craquent en prolongation. On attend plus d'Atlanta tous les ans. On se dit, ça y est, c'est leur année. Et encore une fois, c'est une année qui sert à rien. Et Drake London, Kel Pitts, ils arrivent à la fin de leur contrat rookie. S'il faut qu'on compte les années qui servent à rien, en plus des clubs qui servent à rien maintenant, ça commence à faire beaucoup de gens qui servent à rien. Non, mais eux, franchement, à chaque fois, on se dit, ouais, ça y est, ils vont revenir en playoff. Ils vont être la force qui va sortir les Bucks. Et ils se prennent les pieds dans le tapis tout seuls, quoi. Donc... Et là, c'était un match qui devait gagner, et puis ils l'ont pas gagné. Donc, une fois de plus. Donc, c'est saut Atlanta. Voilà, donc c'est fin désespoir. On sait. Alors, on a parlé de Drake London, 6 réceptions. Je suis au bout du rouleau, je ne sais plus quoi dire. On a parlé de Drake London, 6 réceptions, 104 yards, c'est super. Et les autres? Parce qu'il est là le problème, c'est qu'en dehors de Drake London, il n'y a pas de connexion avec les autres receveurs, du moins sur cette rencontre. Kyle Pitts, c'est 2 réceptions sur 5 targets. Darnell Mooney, 1 réception sur 8 targets. Il en a droppé. Il en a droppé. Il y a un jeu. Alors, il y a un jeu. Il y en a pas pour son argent, Mooney. Il y a un jeu au sol qui marche bien. 140 yards au total, 84 pour Bijan Robinson, 57 pour Tyler Algier, qui en plus marque 2 fois sur des situations de gains relativement courts. Donc, il est dans son rôle. Mais par contre, le gros problème, c'est que en dehors de ce jeu au sol et de la connexion avec Drake London, il n'y en a pas avec les autres receveurs. Et du coup, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour gagner des matchs. Par contre, la bonne nouvelle pour Atlanta sur ce match, c'est leur pass rush qui se réveille depuis 2 rencontres. Je crois qu'ils ont réalisé 13 sacs sur les 2 derniers matchs. Je crois qu'ils n'avaient pas fait ça depuis 2002, des matchs à 6 sacs ou plus.
Mais il y a, alors Yaya a raison dans ce sens, c'est ouais, si loin, si proche. Il manquerait un peu de connexion avec les receveurs, un autre playmaker, quelqu'un qui puisse amener encore un petit peu de poids sur cette attaque. Et je pense Ils en qu'on serait ont sur des quelque chose de playmakers. bien. Mais Le problème. non. il y a- Playmaker, quand t'as un receveur à 6 réceptions et les autres qui plafonnent à une ou deux En quand fait- tu les vises de 7 ou 8 fois, non, t'as pas d'autres playmakers. Oui, En non, fait, non, mais le je suis problème, d'accord. c'est qu'ils ont ils ont des playmakers sur le papier. Voilà. C'est parce ça que se traduit pas Drake sur le terrain. London, Kyle Pitts, Bijan Robinson et en défense Jesse Bates qui fait son boulot Oui, hier, oui, il n'y a pas de problème. Non, mais je veux dire, ils ont des playmakers offensifs et défensifs. Atlanta, ils ont tout pour faire Mais le jamais, boulot. jamais ensemble. Jamais ils sont jamais jamais réguliers. ensemble au même moment. Non, mais t'imagines quand même, malgré tout, tu sais, Kyle Pitts, c'est pas un pimpeuil, quoi. Ben non. Mais Non, non, c'est un je suis playmaker. pas du contraire. Et voilà, mais le truc, c'est que t'imagines, t'as Bijan Robinson qui est peut-être le meilleur running back à l'heure actuelle, et quand Drake London performe, ben lui, tout de suite, brum, ça s'effondre. Donc c'est jamais les deux en même temps. Et c'est Alors, juste- sur Bijan Robinson, le meilleur running back. mais ça a été en début de on saison. se désolidarise. Jonathan Taylor Mais, begs to differ. Non, mais Jonathan Taylor intensifies. Jonathan Taylor n'a pas le même âge. Alors je vais Non, et puis reformuler. c'est dans un autre style parce que Bijan aussi beaucoup plus utilisé en réception, etc. Voilà, Mais c'est plus comparable à un Jahmyr Gibbs, par exemple, du côté des Mais Lions de Détroit. En début de saison, quand il performait, il y a beaucoup qui se posaient la question. C'est un énorme joueur, Bijan Bien Robinson. sûr. Le problème n'est pas là. La Mais différence entre Atlanta et les Colts, c'est que hier, les Colts ont réussi, enfin avant-hier, ont réussi à faire jouer leur tie-end et leur running en même temps. C'est-à-dire qu'ils avaient du jeu de course et de passe en même temps. Hier, Drake London, qui fait des très bons appels en soi, arrivait à progresser. Par contre, Bijan Robinson, pas du tout. Donc, ça pose problème. qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est l'appel de London. Tu l'as même oui, pas. d'accord. Ah oui. Mais Mais oui. oui. Concentré sur les stats, pardon. Joli. Ouais, oui. Et puis on sait que t'aimes les BBC, toi. Bon, juste une stat à relever quand même parce que c'est pendant qu'ils racontent leurs âneries. Il y a un 2 sur 20 en troisième tentative sur le match. 0 sur 8 je voulais pour en les parler. Falcons et il y avait 0 sur 9 même pour les Colts. Pendant un moment, il y avait un 0 sur 17 en cumulé sur les troisièmes tentatives. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas Tyler Warren qui réussit à prendre la première, convertir la première troisième tentative. Et je crois qu'avant qu'ils convertissent la première troisième tentative, il y a 2 quatrièmes qui ne sont toujours pas convertis non plus. Vraiment, ils n'avaient pas avancé, quoi. Le problème de la troisième tentative, c'était plutôt très bien défendu. Juste un petit mot parce qu'on a parlé d'Atlanta, un petit tour de table rapide. Est-ce que pour vous, Atlanta a dit adieu aux playoffs, à toute chance de playoffs, lors de cette semaine 10, ils sont à 3 victoires et 6 défaites, si je dis pas de bêtises. Oui. C'est ça. 3 victoires, 6 défaites, donc ils sont à 3 victoires des Buccaneers. En tête de division. Je pense qu'ils sont décrochés. Je pense qu'ils sont décrochés. D'après ESPN, 4% de chance de se qualifier pour eux après ce match. Alors, ils vont même finir par être sous la menace des Saints pour la dernière place si ça continue. Alors, en fait, dans 2 semaines, il y a un Saints Falcons qui peut les envoyer en dernière place. Les 3 prochains matchs sont clairement abordables puisqu'ils reçoivent les Panthers, ils vont chez les Saints et ils vont chez les Jets. Ah, mais t'as 2 matchs de div dedans. Non, mais j'entends bien. Les Panthers, je comprends bien. sont revanchards. Mais et les Saints, c'est la rivalité. Derrière, t'as les Seahawks. En ce moment, les Seahawks, voilà, il va falloir en parler. On va en parler. Les Bucks, les Cardinals, bon, et après, tu as les Rams. Donc, ça semble quand même compliqué parce que là-dedans, il va falloir vraiment aller chercher beaucoup de victoires. Donc, il faudrait aller en chercher au moins 6 sur les matchs restants. Quoi. Donc, ça semble je ne le qualifie pas à 8-1, je pense pas cette année. Non, je pense non, parce que ils ont trop de retard sur les Bucks. Parce que là, à 8, tu peux si tu gagnes ta division.
Ouais, là, c'est pas possible. Ça voudrait dire que les Bucks ne gagnent plus que 2 matchs. Ça me semble difficilement, Et sachant qu'ils jouent l'un contre l'autre. sachant qu'ils se jouent l'un À contre Tampa Bay. Mais c'est plus la saison des tornades en Floride, donc Oui. ça devrait plutôt bien se passer. Une saison des tornades qui a été particulièrement dramatique dans cette année 2025. Nos amis jamaïcains seront contents de l'apprendre. Oui, mais la Jamaïque, c'est pas la Floride, mon cher Ouais. ami. C'est pas, tu vois, je veux dire, le jour où la NFL ira jouer en Jamaïque, peut-être qu'à ce moment-là, tu pourras nous faire le point météo là-bas, mais pour l'instant, ça ne sert à rien. Alors, on va parler maintenant des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. On va parler de notre ami Wai. Tiens, oui, on va parler des Pats. Ah, on parle d'eux maintenant. Ok. Bah, c'est pas ce que On t'as est prévu. vraiment obligé là. Non. Comment ça, non, c'est pas ce que t'as prévu. Moi, je pensais Si. qu'on parlait d'abord des Bills. Non, mais non, non. mais non, mais non, Mais non. non, non. Eh ben non. Dans le programme, c'est marqué d'abord les Pats. Oh, et en plus, il sait pas lire. Donc, d'abord les Patriots. Et Puisqu'on va commencer par ceux avec qui ont LV. gagné avant de voir qu'il y a eu un écart qui s'est créé avec Miami, mais ne spoile pas les gens qui n'auraient pas eu le résultat. Dis donc, oh là là. Donc, les Patriots. c'est vrai. Les Patriots. Et bien sûr que c'est vrai, c'est moi qui fais le programme, banane. Mais- Vous voyez comme c'est dur. Vous voyez comme Oh, c'est mais dur. c'est incroyable, dis donc. Mais il s'en me est passé réclame- des choses dimanche. Il me réclame un conducteur pour ensuite. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, effectivement. C'est bon. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui jouent un espèce de Super Bowl de la de la mi-saison entre eux, parce qu'ils ont été pendant assez longtemps premiers de la FC, et t'avais les Buccaneers qui étaient pendant un moment premiers de la NFC. Donc c'était une sorte de Super Bowl de mi-saison. C'était surtout Vince, un vrai test pour les Patriots, ce déplacement à Tampa Bay. On se disait, voilà, c'est là qu'on va savoir de quel bois se chauffent les Patriots. On a vu, victoire 28-23 pour New England. C'était un match effectivement très attendu quand on voit le positionnement de ces deux équipes et leur début de saison. Et très attendu aussi au niveau du duel de quarterback, puisque pendant tout le début de la saison, on disait Baker Mayfield est un candidat plus que crédible À peu près. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est-à-dire que le Baker Mayfield est passé bizarrement. tu Ah vois. ouais? Ah non, Ah ouais, pourtant, ouais. non, vraiment, excusez-moi. Bon, Il arrivait avec le Mayflower à Boston. bref, non, mais pendant un temps, on le mettait comme candidat plus que crédible au poste de MVP. Et depuis le match d'hier, on parle de plus en plus de Drake May, parce que c'est vrai qu'il fait une saison vraiment très intéressante et très belle dans ce renouveau des Patriots. Et il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Wake nous l'avait dit en début de saison, les Patriots remporteront leur division. Alors c'est pas encore fait, mais il s'en rapproche. Il avait dit aussi que les Colts seraient dans les dernières équipes de l'AFC. Oui, hein. oui, ça, oui, il peut pas avoir raison sur tout. Déjà, il a raison sur une chose, c'est déjà pas mal. C'est Tu plus que parlais de d'habitude. tu parlais de Drake May comme potentiel MVP. Je rappelle que ce jeudi, on va vous délivrer un épisode sur les trophées de mi-saison, et il y aura sans doute une discussion animée autour du MVP, parce que cette saison, c'est loin de faire l'unanimité. Il y a des candidats un peu partout. Je pense à Drake May, je pense à Matthew Stafford, je pense à Jonathan Taylor. Voilà, donc il y a de quoi faire au niveau discussion. Il y en a qui mettent Sam Darnold, il y en a qui mettent Patrick Mahomes, et voilà, il y a de tout. Donc, en tout cas, ça risque d'être assez animé. Ce sera on va recevoir Flo de French Touchdown, qui sera avec nous aussi pour les awards de mi-saison. Voilà, ça c'est pour le petit point. Oui. Juste pour revenir sur le match, donc New England l'a remporté effectivement, comme tu l'as dit, 28-23 à l'extérieur à Tampa Bay. C'est une réelle belle performance pour cette équipe. Parce que non seulement ils l'emportent, mais en plus, j'ai trouvé que dans le dénouement du match et dans la physionomie de ce match-là, comment ils sont arrivés à cette victoire, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Ils ne se sont jamais ni enflammés quand ils étaient devant, ni senti avoir peur de la victoire quand ils se faisaient rattraper. J'ai vraiment trouvé cette équipe qui faisait preuve de caractère, qui faisait preuve d'envie et de construction. Vraiment, j'ai vraiment senti un groupe hier. Et la preuve en est, c'est que tout le monde a plus ou moins bien fonctionné. Alors, on va parler du jeu de course. Le jeu de course a plutôt bien fonctionné. 166 yards. Alors,
c'est clairement grâce à Henderson qui apporte à lui seul 147 yards sur 14 portées. Drake May a essayé de courir un petit peu 7 portées, ça n'a pas beaucoup marché puisqu'il ne fait que 13 yards, mais pour autant, il arrive à sortir de temps en temps de sa poche et à ne pas trop perdre de terrain, c'est quand même déjà ça. Et puis, en plus de 166 yards à la course, il y a 270 yards dans les airs. Et c'est intéressant de voir cette franchise arriver à s'épanouir des deux côtés de cette attaque, autant par le sol que par la passe. C'est très intéressant de voir ça. Et en fait, on a l'impression que tout le monde, même si ça ne fonctionne pas, on essaye un peu tout et ça marche ou ça ne marche pas, mais on avance et on fait avec. Par exemple, quand je parle des courses, ils sont 5 à avoir couru, alors je compte Drake May dedans, mais Jennings, Johnson et Douglas, à eux 3, n'ont que 6 portées, qui n'apportent vraiment pas grand-chose, mais au moins on essaye des choses. On essaye, ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Au niveau des réceptions, c'est à peu près pareil, puisque Henry, Henderson, Hooper et Westover, à eux 4, n'ont que 2 réceptions, certes, pour 7 lancés. Je calcule en même temps, voilà, pour 7 lancés. On a un boulier. Si ce tu que veux, je veux dire, c'est que le compte est bon. ça reste quand même des possibilités, des opportunités, que l'on saisit ou pas. Mais dans la construction de cette équipe, j'aime beaucoup tout ce qui se fait. Et vraiment, hier, ils ont gagné en équipe, en groupe. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça, ou ressenti ça en tout cas dans un match NFL. Consonne B, voyelle A. Consonne K, voyelle E. Baker Mayfield. Ah non, ça c'est notre Vince. Mon cher Yaya, Baker Mayfield, notre ami boulanger, nous disait en conférence de presse juste après le match, ce qu'il a manqué à Tampa Bay, c'est un instinct de tueur. C'est qu'on n'a pas su tuer le match et c'est ce qui manque à cette attaque. Est-ce que tu partages son analyse ? Oui et non, parce que sur le match, moi je les ai jamais sentis en vraie position de gagner. Je les ai toujours trouvés un petit peu en cran en dessous. Et là où ce qu'il a manqué, c'est Chris Godwin et Mike Evans. Ouais. Et Mike Evans, il va leur manquer un petit moment. Ouais. Et c'est ça en fait pour moi le vrai souci, c'est que c'est les deux receveurs stars qui va manquer. Donc Baker, il fait son maximum, il fait briller ses receveurs. Il y en a. Egbuka et Kyle Dotton, les deux qui amènent quasiment 200 yards à eux deux. Ouais, moi je pensais, tu vois, qu'il arrive même à faire quelque chose de Sterling Shepard que j'ai bien connu. Enfin voilà, donc oui, il fait le taf, mais j'ai l'impression que vraiment il y avait une puissance collective en face. Je suis d'accord avec Vince qui était là et qui a été compliqué. Et au moment de faire les jeux, il y a eu des jeux décisifs. Et encore une fois, j'en ai parlé la semaine dernière, je crois. C'est Christian Gonzalez, quoi. Il arrête les jeux, il fait toujours ce qu'il faut. C'est un vrai cornerback élite qui avait été arrêté pendant sa première saison. Il s'était fait les croisés de mémoire. Et ça fait 2 ans où c'est vraiment élite ce qu'il propose. C'est pas la même défense quand il est là, ça c'est sûr. Deuxième gros plaqueur du match côté New England, pour un corner, effectivement, c'est à noter. Oui, et puis surtout, c'est toujours la défense qui fait que le receveur ne fait pas la réception. Donc c'est vraiment top. Hein. Il dévie les passes. Même s'il les dévie pas, il gêne tellement que c'est incatchable. Mon cher Seb, la question que je vous avais posée dans le conducteur est celle-là, elle est aussi simple que ça. Est-ce que c'est une victoire en forme de statement pour les Patriots ? C'est une victoire qui permet à New England de changer de catégorie parce qu'ils battent un leader de division. Là où on avait quand même des suspicions sur la qualité de leurs adversaires, de leur victoire précédente. Hein.
pour rien. Alors, je crois que c'est la 7e victoire de suite pour Oui, les c'est ça. Patriots. Il faut que je reprenne mes chiffres. Je suis désolé. 7 victoires Ça, de c'est ça. suite. Merci de confirmer pour les Patriots. Et les victoires sur cette série de 7, les victoires, c'est Carolina. Alors, il y a Buffalo tout de même dans le lot qui à ce moment-là avait une cote plus élevée qu'ils ne peuvent l'avoir maintenant. On va y revenir. New Orleans, Tennessee, Cleveland, Atlanta. C'est pas forcément un casting de premier rôle, d'où ce bilan qui faisait un peu lever un sourcil à certains observateurs. Je pense que les doutes sont levés, notamment pour les raisons évoquées par Vince, hein, vraiment cette impression de collectif très 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 fort. Et pour moi, la preuve en est, c'est que ce collectif, sur ce match, il a multiplié les big plays. Ce qui a achevé Tampa Bay dans cette rencontre, c'est d'une part une attaque qui a trépigné, qui a piétiné beaucoup trop souvent. Tampa marque très rapidement pour ensuite vraiment piétiner sur place le reste du temps, et une défense de Tampa qui va lâcher beaucoup trop de big plays. Il y a les 2 courses de Trevelyan Henderson, 55 yards puis 69 yards pour un touchdown. Il y a une passe courte sur Kyle Williams qui se transforme en touchdown de 72 yards. Il y a une complétion de 54 yards sur Mac Hollins. Ça fait 276 yards concédés en 5 jeux. C'est considérable et je vois pas sur une rencontre comment on peut s'en remettre. Alors Tampa n'a certes pas démérité. D'ailleurs, il y a eu un super duel entre Egbuka et Christian Gonzalez pendant la quasi-totalité du match. Mais le collectif de New England a été plus fort. Et si ce collectif tient, et je pense qu'ils sont sur la bonne voie, ils vont être effrayants au moment d'arriver en play-off. Parce qu'ils iront en play-off. Ils iront en play-off et attention, en regardant leur calendrier, on le savait depuis le début de saison que c'était l'un des calendriers les plus simples, mais ils pourraient même être pas très très loin du first seed en AFC. Le calendrier restant des Patriots, c'est réception des Jets, déplacement à Cincinnati, réception des Giants, ensuite réception de Buffalo, déplacement à Baltimore, ça c'est un peu plus compliqué. Déplacement chez les Jets et réception des Dolphins de Miami. Ils peuvent raisonnablement finir à 4 défaites. Et je suis pas sûr que l'AFC aujourd'hui, vous pouvez me contredire si vous voulez, mais est-ce que aujourd'hui un 13-4 suffirait pas pour être dans la course au first seed AFC cette saison? Bah, j'en suis pas certain, parce que quand tu vois que les Bills sont déjà 3 défaites, que les Chiefs en ont déjà 4, que les Ravens en ont déjà 5, et que les meilleurs ont déjà 2 défaites, avec des calendriers plus ou moins salés, parce que Denver, ils ont quand même encore 2 fois Kansas City à jouer, Buffalo a encore Philadelphie, les Patriots, les Colts, ils ont une pléthore de matchs de division, ils ont les Chiefs encore à jouer, ils ont les 49ers. Bref, je suis pas sûr qu'ils lâchent pas encore 1 ou 2 matchs tous d'ici la fin de saison. Donc on pourrait avoir une course avec un 13-4 qui suffit pour être first seed, et les Patriots pourraient être dans cette course-là raisonnablement, je pense. Complètement. Oui, Mais après, il y a une chose. C'est un groupe totalement différent des années d'avant, enfin de la grande dynastie. À un moment, il faut savoir gagner. Et des fois, tu as un petit peu la main qui tremble au moment de recevoir la balle, au moment de t'as l'écran le bloc qui est un peu moins appuyé. Il y a ça aussi à gérer. Je pense que, et puis faut pas oublier que Mike Vrabel, des fois, c'est un peu troué dans les matchs décisifs dans le passé. En tout cas, pour revenir sur déjà le titre des divisions avant de parler du sommet de l'AFC, les Patriots sont en 8-2 et ils ont pris un petit coup d'avance hier parce qu'il s'est passé quelque chose du côté de la Floride. Ce sont les Bills de Buffalo qui se sont, mais alors, complètement plantés à Miami. Alors là, pour le coup, c'était voilà. Alors, on va donner à César ce qui lui appartient, et César s'appelle Musashi. C'est Musashi qui nous avait annoncé que les Bills allaient perdre contre les Dolphins, et c'était jeudi, je crois, qui nous l'avait annoncé. Donc autant dire que c'était un peu en avance.
Et effectivement, c'est non seulement une défaite, mais c'est même une volée, 30-13 pour les Dolphins contre les Bills. Rien n'est allé dans le sens des Bills. Offensivement, complètement perdu, des fumbles de Josh Allen, des ballons complètement mal lancés. Défensivement, les Bills ont été complètement apathiques, notamment avec un Devon A-Chain qui leur a marché dessus. Bref, c'était une sale soirée de NFL pour les fans de Buffalo. Complètement. Une fois par saison, en moyenne, au minimum, Josh Allen se trouve, mais dans les grandes largeurs. Et ben, c'était là. Tu l'as dit, des fumbles de tous les côtés. Enfin, le trou noir. Mais vraiment, il y a rien à dire. C'était même à un moment, c'était à 16-0 à la mi-temps. Alors, ça a été très longtemps à 16-0. D'ailleurs, les Bills n'ouvrent le score, ne marquent leur premier point par Keon Coleman que, je crois, en tout début de 4e quart-temps, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont même l'occasion, parce que le match n'est pas fini à ce moment-là, avec une conversion à 2 points, ils reviennent à un touchdown. Ils ratent la conversion à 2 points. Derrière, Josh Allen récupère le ballon. Il y a 16-6, il reste 7 ou 8 minutes de jeu. Ils arrivent à la mi-terrain. Tu te dis, s'ils enclenchent un momentum positif, c'est peut-être encore jouable. Et c'est à ce moment-là que Josh Allen perd le ballon, tu vois, va commettre un fumble et qui relance complètement Miami. C'est sur une 4e et 1 où il se fait embarquer et il perd le ballon. C'est limite un coéquipier qui lui enlève le ballon. Alors qu'il avait gagné bien plus que la première tentative. Hein. Il n'y avait plus qu'à se coucher. Mais c'est incompréhensible, quoi. Et donc, en fait, à partir du moment où tu bloques la course, et notamment James Cook, mais tu bloques Buffalo. C'est ni plus ni moins. Et s'il n'y a pas un receveur, un running back pour soulager Josh Allen ne fait plus de passes. Et alors, le danger, je te donne la parole tout de suite, Vince, c'est aussi qu'ils ont possiblement perdu Kincaid pour un petit moment parce qu'il se tenait la cuisse bien méchamment. Oui, hamstring, donc à mon avis, il y en a pour au moins un petit mois, le Dalton. Et c'était quand même, pour le coup, je vais reprendre l'expression de Vince, une sacrée soupape de sécurité pour Josh Allen et pour les Bills ces dernières semaines. C'est son go-to guy. Bah oui, donc là, ça se complique encore un peu plus. Oui, mon Vince, tu voulais ajouter Non, je voulais juste un peu nuancer les propos sur Josh Allen parce que on parle de match où il se trouve complètement. Alors, 28 sur 40, 306 yards, 2 TD, certes une interception et un fumble. Je sais pas ce que j'appelle se trouver complètement. Il y a eu des moments où il est passé un petit peu au travers, mais il a un meilleur rating que Tagovailoa, par exemple. Voilà, des QB qui font 28 sur 40 à 306 yards, j'appelle pas ça se trouer, clairement. Il attend quand même le 4e quart-temps pour marquer. C'est en trompe-l'œil. Ok, d'accord. Non, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses, mais tu l'as dit. Tu l'as dit. À un moment donné, Miami était devant, il menait de 16-0, il ne pouvait plus utiliser trop de courses, il fallait commencer à rattraper, le temps commençait à presser, donc ils envoient de la passe. Et le problème, c'est que, tu l'as dit, à partir du moment où tu bloques la course et qu'en plus donc tu te focalises sur la défense à la passe, et ça marche plus, il n'y arrive plus. Donc voilà, le problème il est là. La perte de Kincaid est peut-être pour quelque chose aussi dans le plan de jeu, j'en sais rien. Elle arrive un peu plus tard, je crois. C'est arrivé dans le 3e quart-temps. Oui, dans le 3e quart-temps. Je veux pas dire, mais Josh Allen a un rating qui est quand même 30 points moins bon que celui de Tyler Shaw. Enfin bon, voilà. Juste pour donner c'est parti pour le show. Par contre, là où je voulais en revenir, c'est regarder aussi par exemple Keon Coleman qui ne fait que entre guillemets 3 sur 8 à la réception, et ça c'est problématique. Parce que nous avait quand même habitués à beaucoup mieux, et là on n'aurait pas réussi à le trouver, et oui c'est compliqué. Donc je dirais pas qu'il est complètement passé au travers, Josh Allen. Je dirais juste que ça n'a pas marché. Je dirais que c'est Buffalo qui est passé au travers. Surtout la défense de Buffalo n'a rien fait sur la première mi-temps. Ils ont été apathiques. Donc tu passes à 13-0 à la mi-temps, c'est pas la cata. 16-0. La mi-temps, c'est 16 16-0 à la mi-temps, oui.
Ouais. Ouais. Ça, Mais c'est- même, enfin, si tu veux, quand t'es Buffalo, normalement, ça doit passer. Et je pense que c'est comme ça. Moi, sur le match, sur ce que j'ai vu, c'est que ils avaient un peu les mains en haut du guidon. Donc, plus après les conditions Caressez pas atmosphériques. les pédales, quoi. Ouais. Ouais. C'est les conditions atmosphériques. Tu veux nous parler de la météo en Floride? Vas-y. Voilà, il pleuvait. Il pleuvait. Très bien. Génial. Fantastique. Seb, il est complètement. Tu veux ajouter un truc, mon Seb, ou tu te réserves pour les 49ers? Pas grand chose à ajouter. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Buffalo rattrapé par certains de ses démons, hein. Des choses qu'on commençait à entreapercevoir lors des journées précédentes. Effectivement, 3 pertes de balles dans le camp de Miami. Vous l'avez dit, 3 cartons sans marquer un seul point. Et effectivement, il y a un problème dans le jeu aérien. Ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'effectivement, Allen finit avec plus de 300 yards lancés. Il a distribué à 11 cibles différentes, c'est considérable. Et parmi ces 11 cibles, tu n'en as aucun qui est réellement dominateur et qui permet de faire la différence une fois que le jeu au sol a fait faillite. Il y a 4 des 6 premières possessions des Bills qui se terminent au bout de 3 jeux. C'est catastrophique. Je parlais d'attaque qui piétinait tout à l'heure au sujet de Tampa Bay. Là, on piétine pas, on creuse littéralement dans son propre camp sur le terrain des Dolphins. Allen qui va bien essayer de jouer au super-héros parce qu'il va courir pour sa vie dans sa poche pour convertir un 3e down sur Curtis Samuel en fin de match. Mais ce sera trop peu, trop tard. Et puis, il y a cette défense qui est ravagée par les blessures et ça n'arrange pas leurs affaires. Buffalo a 2 victoires de retard sur New England avec un match de moins. Je ne suis pas sûr qu'ils pouvaient se permettre cette défaite au sein de la poule. Alors, juste avant que tu nous fasses ton point McDermott, mon cher Yaya, parce que on peut pas parler de Buffalo sans qu'il nous parle de McDermott, c'est une vraie fascination. C'est un petit peu quand même le témoin de cette saison des Bills, hein, complètement en roller coaster. Ils ont été apathiques contre les Falcons. Juste la semaine d'après, ils battent facilement les Panthers. Ensuite, contre les Chiefs, on se dit, ça y est, ils sont revenus à un niveau presque qui les met contender au Super Bowl. Et puis la semaine suivante, ils prennent 17 points contre les Dolphins. C'est vraiment à l'image même, j'aurais presque envie de dire, de cette NFL 2025, difficilement lisible. Oui, le point McDermott, mon cher. Au bout d'un moment, est-ce que McDermott... Ça va être pénible, hein, mais bon, faut l'écouter. Non, mais moi, je pose la question, on l'a déjà évoqué plusieurs fois. Est-ce que McDermott peut les faire gagner? Il les a amenés d'équipes du fond du trou à playoffable. Le problème, c'est que ça n'a même pas atteint le Super Bowl. Au bout d'un moment, tu fais quoi? Tu vas rester dans ce ventre mou où tu es une bonne équipe ou parce que tu as une bonne division, mais maintenant la division est en train de leur filer entre les doigts. Tu fais quoi? McDermott, il va, à sa prochaine victoire, devenir le 6e entraîneur de l'histoire à avoir 100 victoires sur ses 9 premières saisons. Pour info. Oui, mais sauf que gagner des matchs, mais pas gagner le titre suprême. Gagner des matchs, ça sert à rien. Regarde, nous, chez les Giants, on n'en gagne pas. Est-ce qu'on s'en porte mal? Non. Non, mais on alors va très bien. Mais non, parce que toi, tu t'en fous. Toi, ce qui te plaît, c'est la saison régulière. Oh, on va lancer des pas, on va faire des yards, mais gagner des titres. Oui, mais gagner des titres, ça passe par gagner des matchs, hein, généralement. Mais rares sont les équipes qui ont gagné des titres à alors, 2-15. question philosophique. Tu fais des saisons. Allez. Non. Et là, tu fais des saisons à 14 victoires. T'en fais 10 en 10 ans. Mais tu gagnes 0 titre. Ou alors, tu fais une saison positive, tu vas en playoff et tu gagnes le Super Bowl. Qu'est-ce que tu préfères? Alors, je préfère gagner le Super Bowl, mais je te dirais que le meilleur entraîneur des deux, c'est celui qui a fait 10 saisons, 14 victoires. On s'en fout du meilleur entraîneur. Ce qu'il faut, c'est gagner. Là, tu me parles de McDermott. Moi, je parle de McDermott à l'instant. Donc, un meilleur entraîneur, c'est quelqu'un qui est régulièrement avec des noms de victoires. C'est pour ça que Brian Daboll est une pompe à vélo, tu vois, par exemple. Il a eu un titre de coach of the year. Oui, sur une saison qu'il a été bon.
Oui, et est-ce que Voilà, dans ce voilà. cas-là, Donc c'est ça. McDermott est un meilleur coach que Brian Daboll. peut-être, mais sauf que au bout du compte, ni l'un ni l'autre n'ont été au Super Bowl, ni l'un ni l'autre n'a gagné un Super Bowl. Ben voilà. Oui. Ben, Mais ça sert moi, à quoi? Mais ça sert à quoi d'être mais tu me bon poses une en saison question, régulière? je viens de t'y répondre. Et quelqu'un qui a 10 ans, Mike Tomlin est un très bon coach, même s'il a jamais gagné de Super Bowl. Mais si, il a gagné le Super Bowl. Oui, il a gagné le Super Bowl une fois. Mais même s'il l'avait pas gagné, n'empêche que il serait, ça ferait partie des meilleurs coachs et il serait Hall of Famer, contrairement à d'autres. Bref. Alors, Ouais, mais bien sûr, non, mais tu veux, mais alors, ça le c'est une pique, mais qui est minable, mais minable. Voilà, parce qu'en fait, tu cherches qu'une chose, c'est à m'énerver et à me chauffer à blanc. C'est alors, pas trop compliqué, hein. alors, C'est pas non plus un exploit. Seb et Vince, et après on va clore ce chapitre. Je vous veux pour témoin qui est-ce qui a demandé à parler de McDermott? Mais non, Qui c'est est-ce pas qui a il y mis a- dans le chat il fallait parler de McDermott alors que c'était pas du tout prévu au programme. Mais non, Donc, mais qui est-ce qui est parti à se chauffer tout seul? Tu vois. mais non, mais au bout d'un moment, Voilà, si voilà. nos amis des Bills nous écoutent et ben il faut et au bout d'un moment, va falloir y penser parce que ça fait plusieurs années qu'on le dit Et Brian et Daboll voilà. est sur le marché, si vous voulez. Ancien Donc, coordinateur bah oui, offensif. c'est pour ça, mais merci, j'étais au courant. C'est pour, c'est pour ça que je te l'ai dit. Et Dabol n'aura plus jamais de. Enfin, bon. Il n'y a pas de bol. Alors, on passe à la NFC West maintenant. Parce que la NFC West, il y avait un petit truc intéressant cette semaine, c'est qu'ils jouaient tous entre eux. Il y avait 2 matchs de division. C'était, La semaine prochaine d'ailleurs. oui, c'était bien. C'était bien pour voir où Chez on était Lorette. les forces. Où on était les forces en présence. Bon, les Cardinals, on savait à peu près, mais au moins dans le duel entre Rams et 49ers, ça pouvait donner un truc intéressant. Est-ce que pour toi, mon Seb, cette victoire assez nette des Rams qui ont dominé quasiment tout le match et de la tête et des épaules, victoire 42-26. Est-ce que pour toi, ça veut dire qu'il y a, malheureusement pour les 49ers, un vrai gouffre entre le niveau des Rams et des 49ers cette saison? Alors, d'abord, il faut préciser que les Rams de Los Angeles sont une excellente équipe de football. Ce qui s'est passé du côté de San Francisco, c'est qu'ils se sont mis dans un trou à 14-0 dès le départ dans le premier quart-temps. Et malheureusement, est apparu ce qui va être quelque chose d'obligatoire pour eux maintenant. Vu l'état de leur défense ravagée par leurs blessures, ils n'ont pas d'autre choix que d'avoir une attaque qui marque beaucoup de points et qui soit excellente. Et quand je dis qu'il faut qu'elle soit excellente, c'est-à-dire que il faudrait qu'elle ne rate rien. C'est complètement injuste de mettre une telle pression sur une escouade au sein d'un club, mais malheureusement, c'est la réalité. Et l'attaque, en fait, elle n'a pas été mauvaise sur ce match. 393 yards cumulés. Matt Jones qui fait un 33 sur 39, 319 yards, 3 touchdowns, une interception, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi pourquoi? Parce que la défense encaisse plus de 400 yards. Elle encaisse 6 touchdowns. Mon Dieu, c'était le déferlement. Et elle n'a produit qu'un seul sac. Les résultats sont en dents de scie depuis la 3e semaine. San Francisco alterne les victoires et les défaites. Ils ne sont pas aidés par leurs circonstances, mais effectivement, l'écart se creuse entre eux, les Rams, et voire même, oserais-je le dire, les Seahawks, mais on reviendra sur les Seahawks un peu plus On va tard. en parler juste après, oui, effectivement, mais même question pour toi, Vince. Est-ce que pour toi, la victoire d'hier des Rams prouve que finalement, on croyait que c'était une course à 3, est-ce que finalement ce serait pas plutôt un duel en tête de la NFC West? Alors, suite au match de ce week-end, on peut le penser. J'ai bien aimé le petit nota de Seb en disant que les Rams, c'est une sacrée équipe de foot. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances entre cette équipe des Rams et cette équipe des Colts, dont on a parlé tout à l'heure. Des Colts, oui, pardon. Je trouve que c'est très, ça joue vraiment ensemble, c'est vraiment cool. Et j'aime beaucoup voir ce qu'ils font. Pour revenir sur ce match, clairement, ce qui a pêché, c'est les 3 premiers drives offensifs des Niners, un 3 and out, un fumble sur le 5e jeu, sur le 2e drive, et
À partir de là, ils sont déjà obligés d'essayer de montrer, d'avancer et de marquer des points, comme l'a dit Seb. Il faut marquer, il faut marquer, il faut marquer. Quatrième down qui ne passe pas sur le troisième drive. Donc à partir de là, tu te retrouves à 21-0. Ta défense fait ce qu'elle peut, mais à un moment donné, elle reste beaucoup sur le terrain quand l'offense n'y reste pas. Donc c'est compliqué. On sait qu'on se fatigue beaucoup plus en défense qu'en attaque, puisqu'on est en réaction et pas en action. Donc ça, c'est un peu compliqué pour eux. Le point positif, Seb, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais je trouve que la ligne offensive des Niners sur la pass protection était très bonne. 0 sac, un seul QB hit de la part des Rams, hein, c'est à noter quand même. Très bonne passe protection. Par contre, sur le jeu de course, on avait beaucoup plus de mal à aller chercher les blocs, notamment les blocs, pas du premier rideau, mais du second. On avait beaucoup de mal à lire les blitz et les blocs second rideau. Christian McCaffrey s'est arrêté à seulement 30 yards en 12 portées, c'est vraiment pas beaucoup. Par contre, à noter, il a été surutilisé sur le jeu de passe, 10 targets, 8 réceptions, 66 yards. C'est un match plutôt à la passe pour lui, et là où on l'attendait quand même beaucoup au sol, on espérait qu'il crée beaucoup d'espace pour ses receveurs, et au final, il a créé peut-être de l'espace pour lui-même. On a la suite du calendrier des 49ers. Tout va jouer dans les 4 prochaines semaines hein, pour San Francisco. Ils vont jouer contre les Cardinals, contre les Panthers, contre les Browns, contre les Titans à suivre dans les 4 prochaines semaines. Et ensuite, les 3 dernières, ce sera Colts, Bears et Seahawks. Donc 3 équipes qui pourraient ou qui devraient lutter pour une place en playoff. Autant dire que ça va être compliqué sur la fin de calendrier. Mais les 4 prochaines semaines, sur le papier, sont plutôt accessibles. Donc, ça peut complètement relancer dans une dynamique positive les 49ers d'ailleurs, où on a appris que Brock Purdy serait sans doute, alors peut-être pas blessé, mais gêné au moins par sa blessure pendant tout le reste de la saison. Kyle Shanahan a dit en milieu de semaine dernière que de toute façon, la douleur ne disparaîtrait pas complètement cette saison. Reste à savoir quand est-ce qu'ils vont le faire revenir, mais comme l'a très bien expliqué Seb, je pense que le problème, c'est pas le quarterback aujourd'hui, étant donné le niveau de performance qu'affiche Matt Jones dans ce match-là, mais aussi depuis plusieurs semaines où on n'a pas grand-chose, je pense, du côté de San Francisco à lui reprocher. Parce que même son interception, elle est forcée parce qu'il faut revenir au score. Hein, mais... Oui, tout à fait. Non, il y a rien à lui reprocher depuis qu'il est titulaire, du moins très peu. Même, alors, certains observateurs disent si Purdy devait revenir, manquerait plus qu'une controverse sur le poste de quarterback titulaire. Alors là, ce serait le pompon sur la Garonne. Oui, tu veux dire un truc, mon Yaya? Non, j'allais te lancer sur les Seahawks, mais vas-y, si tu veux. Non, Stafford qui revient à l'équilibre en carrière. Oui, en même temps, il était parti loin. Ah bah oui, mais c'est comme quoi, tu vois, ça fait son départ son trade de. Et lui, il a gagné un Super Bowl. Oui. On va pas relancer le débat. Non, on relance pas le débat. Mais il n'a pas été double MVP, mais bon. Voilà, c'est ça. Mais il sera Hall of Famer. 44-22, c'est la victoire des Seahawks de Seattle face aux Cardinals de l'Arizona. Là aussi, Seb en a parlé tout à l'heure. Les Seahawks, on n'en parle pas. Mais les Seahawks, c'est quand même diablement efficace, avec un Sam Darnold qui est plutôt en verve, avec un Jackson Smith-Njigba qui est intenable, et avec une défense que l'on retrouve presque dans les meilleures heures des Seahawks de Seattle. Il y a un garbage time qui a commencé milieu de premier quart-temps, quoi. 21-0. Ah oui, non, mais t'as raison de le préciser. En plus, c'est une équipe qui commence extrêmement bien ses matchs. Ça doit être la championne des premières mi-temps. Les Seahawks, ils sont capables de mener 30 points à la pause. Donc derrière, c'est un peu plus cool. Ouais, mais donc Smith-Njigba qui score. Derrière, un défensif. Je crois que c'est Williams de mémoire. Et un à la course. N'en jetez pas, la coupe est pleine. Et puis du côté d'Arizona, on était dépassé de tous les côtés. Donc 21-0, après ils ont expédié les affaires courantes. Donc ils continuent à gagner. Darnold, 178 yards, un touchdown, une interception, 10 sur 12. Même pas besoin de forcer son talent. Il a donné la balle à ses running backs pour gérer le chrono. Et puis
Voilà C'est quoi. c'est de Marcus Lawrence qui a remonté Oui, voilà, Lawrence, ouais. le touchdown. Sur un fumble de, je sais plus qui c'est. Brissett, je crois. C'est Dorf ou c'est Brissett? Je sais plus. Je sais plus. Attendez, je vais vérifier comme ça. Mais voilà. C'est Jacoby Brissett, oui, sur un sac qui perd le. Moi, tous les ans, on espère un peu sur Arizona. Non, pas toi. Toi, tu nous dis qu'ils servent à rien tous les ans. Non, mais enfin, là, si tu veux, C'est flagrant. Ils servent à rien. c'est les punching balls de la NFC West, quoi. Donc, mais après, oui, Seattle, grosse, je vais pas dire surprise, parce que ça fait la deuxième année qu'ils nous font le coup. Ils nous font le coup, ouais. Ouais, mais On là, pensait quand même, qu'ils l'effectif avait beaucoup tourné, on les imaginait quand même pas là. Hein. Oui, mais c'est ça. Ben, c'est ça. Mais est-ce que c'est une surprise? Ça fait 2 ans qu'ils nous font la même. L'année dernière, on disait oui, ils feront rien. Il y a changement. C'est la fin de Pete Carroll. Voilà, les pauvres, ils vont. Et puis il faut une saison décente. Là, ils jouent le titre de division. Ils changent quand même de QB. En enlevant Geno Smith pour mettre Sam Darnold, ils enlèvent Cooper Kupp, ils enlèvent DK Metcalf, ils rappellent Cooper Kupp, ils enlèvent DK Metcalf, ils enlèvent Tyler Lockett, et ils se retrouvent avec un niveau de performance qui est presque meilleur qu'avant, avec un Jackson Smith-Njigba qui explose complètement, avec un Cooper Kupp qui, en plus, malheureusement, lui a été blessé un bon moment, donc ils peuvent même pas tirer de Cooper Kupp la quintessence de son prime. Un très beau touchdown, Cooper Kupp. Voilà. Et ils ont pris Rachid Shahid en plus à la trade deadline pour compléter le corps de receveur. Ouais, en fait, ils ont vu le potentiel de JSN. Clairement. Et du coup, ils ont fait de la place pour lui. Et ils ont été chercher un quarterback qui n'est peut-être pas le plus flamboyant, mais oui, il marque pas, mais il se fait arrêter au 1 yard et sur un jeu très très beau. Excuse-moi vite. Et ouais, et c'est un. Dans nos cœurs, il a marqué. C'est ça le truc. Et en fait, c'est une très bonne addition. Le touchdown de nos cœurs. Parce que dans le corps de receveur, il doit apporter beaucoup par son expérience et driver les plus jeunes. Et tu ne peux jamais laisser Cooper Kupp tout seul. Donc forcément, ça attire les défenses. Tout à l'heure, j'ai fait le parallèle entre les Rams et les Colts. J'irai même plus loin en faisant le parallèle entre les Seahawks et les Patriots, figure-toi. Là encore, équipe hyper solidaire, hyper ensemble. Il en fait des parallèles aujourd'hui. Je fais beaucoup de parallèles. Des parallèles qui se croisent d'ailleurs de temps en temps, figure-toi. Lui, je l'aurais plus vu faire des barres parallèles. Mais voilà. Donc oui, après, ce qui est impressionnant dans le match d'hier, c'est que Sam Darnold n'a même pas besoin de forcer 10 sur 12, seulement 12 passes lancées, 46 jeux au sol. Voilà. Bon, après, quand on mène comme ça, tu fais couler le temps, c'est normal. Il n'y a eu aucun suspense dans ce match. Match maîtrisé de bout en bout, vraiment très impressionnant de la part des Seahawks. Vraiment bravo. Je trouve que c'est une très très belle équipe qui fait plaisir à regarder. Si aujourd'hui on vous deviez me donner votre favori pour la NFC West, la semaine prochaine, je te le dis. Seahawks, Rams ou 49ers? La semaine prochaine, on attend la semaine prochaine. Non, mais non, mais non, et en blind, non, vous n'y allez pas à la En blind, pour l'expérience, je dirais les Rams. Les Rams pour l'expérience. Pour McVay. Mais c'est dur. Hein. Ça me fait mal, mais je dirais les Rams aussi. Et donc, félicitations aux Seahawks qui vont s'imposer facilement. Voilà, exactement. Ils devraient normalement rouler sur la division pendant tout le reste de la saison si on s'en fie à notre pourcentage de réussite en matière de... Vous pouvez parier, vous pouvez parier, la FBA ne descendra pas chez les locaux de playoff. Voilà, on a tous dit les Rams, donc pariez sur Seattle, n'hésitez pas, c'est à 100%. Du coup, on salue, je me permets, je salue Marine, la fan numéro 1 des Rams. Mais c'est vrai que le match... Et puis,
Tant qu'on est à saluer des gens, moi je salue Flo et Matt qui sont fans des Rams aussi. Donc voilà, comme ça c'est fait. Oui, Le vas-y, match mon de la semaine prochaine, qui est le Seahawks at Rams, vaut quand même son pesant de cacahuètes. Ouais, Franchement, ça va être particulièrement. 22h05. Voilà. C'est Et bizarre Kevin qu'il qui n'ait va pas nous faire le décalé résumé. à 22h30 d'ailleurs, tu vois. Bah oui, du coup, c'est même Et pas ça qu'on va faire en résumé, du coup. je sais Bah pas, non. mais Bah non. la semaine prochaine à Euh, 22h30, il y a un Broncos Chiefs aussi. Donc, Ah bah ce oui. sera celui-là, du coup. Ah oui, les matchs de 22h, ça va être beau la semaine prochaine, tiens. Ça va être, oui, bah ça va être mieux que cette semaine parce que Oui. c'était pas fameux. Bah, oui. Oui, juste pour terminer, puisqu'on est à 1 heure d'émission, le coup de cœur, le coup de griffe et ensuite le rappel des résultats. Coup de cœur, coup de griffe, mon Seb. Alors moi, c'est Clemani Vidal, le running back des Chargers de Los Angeles. 95 yards d'un touchdown. Et surtout, il est la preuve que Coach Harbaugh reste sur son jeu au sol, malgré les blessures. Et Vidal, il va être une vraie clé pour les playoffs, surtout quand Omarion Hampton reviendra. C'est un duo qui risque de faire mal. Vive à la Vidal. Mon cher Yaya, coup de cœur, coup de griffe. Bah, la victoire des Jets. Victoire Moi, des Jets. Je disais qu'il me faisait beaucoup penser aux Lions et ben, de plus en plus, tu vois, ils s'accrochent, ils lâchent pas l'affaire. C'est un match qui était à leur portée, ils l'ont gagné. Donc, Avec notamment 2 très beaux retours de coups de pied. Ouais, et Brissol, dont on attendait le départ, dont on sait, et qui marque aussi. Donc, il a utilisé sa dépression post-trade deadline, tu vois, pour mettre toute sa rage dans son jeu. En énergie, il l'a transformé ouais, en énergie. tout à fait. Donc, non, moi, c'est la victoire des Jets. D'accord. Je pensais que tu allais nous parler des Giants, mais t'as trop parlé de Brian Daboll dans le podcast, c'est ça. C'est pas nos Voilà. Oui, bah écoutez le podcast Brian Daboll. Voilà, ça suffira. Mon Vince. La victoire des petits. J'aime beaucoup cette NFL imprévisible. C'est très français, ça. C'est très français. Eh oui. Poulidor et tout ça. Eh ouais. ben oui, moi j'aime bien Dans les petits, tu comptes les Saints? Oui. Oui. Alors juste là-dessus, j'aimerais rappeler à Peter Anderson son magnifique commentaire qui a quand même dit pendant la Red Zone que c'était l'équipe sans doute la plus mauvaise de cette année de NFL. Je voudrais rappeler à Peter qu'il n'a pas dû voir beaucoup de matchs des Titans du Tennessee. En passant, parce que bon, faut pas dire, mais on peut reprocher beaucoup de choses aux Saints. Je suis pas sûr que ce soit l'équipe qui soit le plus ridiculisé cette saison, tu vois. Rares ont été les matchs quand même où ils étaient complètement dépassés, complètement à la ramasse, même contre les Bills. Hein, ils ont été plutôt performants et là ils s'imposent dans un match. C'est pas le match de l'année, hein, mais ils font le boulot. Oui, mon Vince, pardon. Non, mais par contre, voilà, c'est c'est un peu cette NFL imprévisible et puis ces scores un peu serrés qu'on a un peu de partout. J'aime bien voir des week-ends comme ça. Je me souviens, je sais plus si c'était à 2 ou 3 journées où il y avait pas un seul match serré. Il y a 2 journées. Pardon ? C'était la semaine 8. C'était la semaine 8, voilà, c'était infernal, quoi. Le Red Zone était très difficile à suivre. Là, au moins, hier, on s'est régalé. Plein de belles choses. Même le Texans Jaguars, c'était intéressant à suivre. Donc, non, beaucoup de bonnes choses. Et puis, le renouveau des Ravens fait plaisir. Le rappel des résultats de cette semaine. 10 NFL, les Broncos qui s'imposent 10-7 face aux Raiders. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Les Colts qui gagnent 31-25 face aux Falcons. On en a parlé assez longuement dans cette émission. Les Jets qui s'imposent donc 27-20 face aux Browns. Les Texans, ça on n'en a pas parlé, qui s'imposent 36-29 après avoir mis, je sais même plus combien, 26 points dans le dernier carton, 26-0 si je dis pas de bêtises. Enfin, un comeback de l'enfer de la part des Texans qui en plus finissent sur un touchdown de Sheldon Rankins après un ballon relâché. Bref, c'est absolument fabuleux cette victoire des Texans. Surtout la grosse défaite ça en dit long sur les Jaguars. Oui, effectivement. Les Dolphins qui s'imposent 30-13 face aux Bills, les Patriots qui gagnent 28-23 face aux Buccaneers. J'ai oublié une question sur les Browns. Il y a Jiasu qui nous la pose depuis 2 semaines et je vous l'ai pas posée. Est-ce que c'est l'heure de Shedder Sanders ou est-ce que Stefanski attend de perdre son boulot avant de le lancer? Oui. Non. Faut voir. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Tailgate, le podcast qui se mouille. On prend des initiatives ici. On est franc.
qu'est-ce que ça va changer pour les Browns de mettre Shedeur Sanders derrière la ligne? Alors, peut-être que ça peut nous faire du divertissement, à nous, commentateurs du Ça, football on et fera un podcast. observateurs. l'enfer. Mais Une monnaie d'échange, quelque chose qui, s'il arrive à faire quelque chose, une monnaie d'échange, c'est tout. Mais au moins, il y a quelque chose, parce que là, il n'y a plus rien. Il vaut rien. En ne le faisant pas jouer, il ne vaut rien. ouais, c'est pas faux. Ouais. Je n'avais pas considéré sous cet angle-là. Bon, on repasse au... Donc, tu rejoins le clan Et je suis d'accord avec un fan des Chiefs. Ouais, À c'est bien. noter. C'est déjà bien. Mais il est un peu fan des Saints aussi, alors tu vois, ça lui fait quand même une qualité. Les Bears, 24-20 face aux Giants, là aussi un comeback puisque les Giants sont foutus de tenir un résultat. Les Ravens, 27-19 face aux Vikings. Les Saints s'imposent donc 17-7 face aux Panthers. Je répète, les Saints s'imposent 17-7 face aux Panthers. Je le dis une troisième fois parce que je peux pas le dire souvent. Les Saints s'imposent 17-7 face aux Panthers. Les Seahawks qui gagnent 40. Quelque chose, Panthers, c'est bien. On fait des guerres contre Salut. Ah, et attends, tu sais quoi? Excusez-le, il a pas pris ses cachets. On en a une heure de podcast, il fatigue le pauvre vieux. Tyler Show. Eh ben, tu sais quoi? On va le mettre, on l'a fait direct au premier tour. Ah putain, ça m'énerve. C'est pour ça qu'on limite les podcasts à 1 heure, parce que vous voyez après ce qui se passe. En fait, c'est comme dans Tintin. 1h05, c'est fini, les coutures craquent. En fait, il devient fou. Hein. Dès que l'heure est passée, c'est terminé. Hein. J'ai parlé de la victoire des Saints. 17 Non, à je 7 crois pas. contre Je les sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. 17 à 7 contre les Panthers. Ouais. Ah, 17 d'accord. à 7. Ok. Ouais, c'est bien. Les Lions 44-22 face aux Commanders. Les Saints qui s'imposent donc 17 à 7 face aux Panthers. Les Rams qui gagnent 42-26 face aux 49ers. Les Chargers qui s'imposent 25-10 face aux Steelers. Et le dernier match qui n'est pas encore joué au moment d'enregistrement du podcast, ce sont les Packers qui reçoivent les Eagles de Philadelphie dans la nuit de lundi à mardi. Un match qui s'annonce particulièrement intéressant, qui va donc finir en 3-partout. Oui, mon Vince? Juste contre les Cowboys, les Broncos et les Bears, les Giants avaient énormément de chances de victoire en cumulant le pourcentage les Bears, pardon, en cumulant le pourcentage de victoire des Giants, ils avaient une chance sur 60 000 de ne pas réussir, d'après les stats, à gagner ces 3 matchs. Mais je dis bravo. Mais dans le podcast spécial Brian Dabol, je vais vous expliquer ma théorie sur cette statistique. Et comme ça vous permettra de devoir l'écouter pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté. Ils vont devoir écouter ce podcast pour savoir ma théorie, qui est forcément la bonne puisqu'elle vient de moi. Merci Seb, merci Vince, merci Yaya d'avoir été là. On se retrouve jeudi pour la NFL pour faire les awards de mi-saison. Et d'ici là, portez-vous tous bien et n'oubliez pas d'aller écouter l'épisode spécial Brian Dabol si c'est pas encore fait. Et la NBA. Et la NBA, bien évidemment. Et la NCAA qui sera postée aussi mercredi matin. Salut tout le monde. Ciao. Ciao, bye.